Maintenant, les traités de libre-échange, c'est un sujet dont on entend parler couramment dans les médias, bien sûr, mais savez-vous vraiment ce qui se cache dans les milliers de pages de l'ALENA, du traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe ou l'accord transpacifique, par exemple? Fort à parier que la réponse est non ou qu'on en sait très peu de choses. Dans son plus récent livre, Despotisme sans frontières, les ravages du nouveau libre-échange aux éditions, qui a été publié aux éditions VLB, Simon-Pierre Savard-Tremblay jette en fait un regard critique sur ces ententes là, sur leurs impacts aussi sur l'économie. Il est avec nous ce matin, Simon-Pierre Savard-Tremblay, bonjour. Bonjour. Oui, c'est ça, c'est un nom, hein? Oui, effectivement, c'est tout un nom. Oui. Simon-Pierre, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ça? Ben, c'est que je me disais, je trouve ça dommage que dans un débat démocratique, qu'il y ait malgré tout des questions interdites, des choses qu'on n'a pas le droit de remettre en question, des choses qu'on n'a pas le droit de discuter. Vous savez, au Québec, l'ancien premier ministre du Québec, Pierre-Marc Johnson, qui était aussi négociateur de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe, avait dit, il y a 2 ans environ, que si vous êtes contre aujourd'hui le libre-échange, vous êtes comparable à un climato-sceptique. Ou à un défenseur de la cigarette. Autrement dit, vous refusez l'évidence scientifique, mais j'ai l'impression que c'est plus refuser l'évidence religieuse, comme s'il y avait des dogmes et qu'on pourrait être envoyé au bûcher si on les remet en question. Mais moi, je me dis, ça marche pas comme ça. Il faut les remettre en question. Il y a un paquet de choses qui se passent sans qu'on ait voix au chapitre. Il faut savoir ce dont il en retourne. Oui, bon, voilà. Et vous utilisez le mot despotisme, hein, c'est quand même pas rien. C'est un mot fort, ça. J'imagine que vous l'avez pesé. Oui, absolument. Ben, disons, le despotisme, éclairé dans l'histoire, c'est une période où on nous disait ce sont des gens qui ont certes un pouvoir absolu, mais ils prennent des bonnes décisions, c'est intelligent, ça va dans le sens des intérêts de tous. C'est pour ça que ça me faisait penser un peu à l'interdiction du débat aujourd'hui autour de la question. Oui. Despotisme sans frontières, donc, dans l'actualité, évidemment, comme j'ai dit, on en parle souvent. Ces jours-ci, on parle énormément de l'ALENA. Ces accords-là sont négociés dans des grandes salles avec bien des gens importants qui parle de grandes questions économiques. Et quand on dit libre-échange, justement, Simon-Pierre, est-ce qu'ils sont si libres que ça? Ben, c'est là où il faut faire attention, justement. Parce que le libre-échange comme principe économique, donc l'idée de dire qu'il y a des marchandises, il y a des produits qui passent d'un pays à l'autre sans trop de barrières tarifaires ou autres, autrement dit qu'un produit peut passer rapidement des États-Unis au Canada ou qu'une compagnie, une petite compagnie du Canada peut faire affaire avec le Maine ou avec le Vermont sans trop de barrières. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. Donc, ce n'est plus le débat aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez, puis d'ailleurs, le grand économiste Joseph Stiglitz, qui est très connu, qui avait travaillé pour la Banque mondiale avant, avait dit « It is about many things, but free trade, not so much ». Et avec raison, parce qu'aujourd'hui, vous avez des pavés réglementaires, des milliers de pages de règlements qui imposent une politique permanente aux États. Vous le signez, vous êtes pris pour vivre avec chaque virgule qu'il y a là-dedans. Mais dans des domaines qui n'ont au final, au départ, rien à voir avec le libre-échange comme tel. Ça va vous dire quoi faire au niveau du prix des médicaments, ça va vous dire quoi faire en agriculture, ça va vous dire quoi faire en environnement, quoi faire dans les lois du travail, quoi faire par rapport à la propriété intellectuelle, même au niveau de la censure sur Internet. Donc, il y a un paquet d'aspects extrêmement larges, extrêmement variés, qui imposent aux signataires des traités une politique permanente. Oui, donc on s'est éloigné de la nature même de la chose un peu. Oui, absolument. Ben, c'est-à-dire que ce n'est plus la question. Maintenant, c'est une espèce de marchandisation totale de l'ensemble des sphères de la vie. Et puis aussi, ce sont des accords qui portent plus tant, parce que quand on nous dit « Ouais, mais c'est le protectionnisme contre le libre-échange », je ne sais pas ça du tout le danger. C'est est-ce qu'on veut la démocratie ou est-ce qu'on veut le pouvoir des multinationales? Bon, parce que là, justement, il y a dans les renégociations de l'ALENA les discussions autour du fameux chapitre 11. Voilà, oui. Tout ça, ça a l'air très juridique, ça a l'air très complexe, ça a l'air très abstrait, mais il y a des conséquences extrêmement concrètes, extrêmement importantes, extrêmement directes sur la vie du citoyen. Parce qu'au nom de ce qu'on appelle la protection de l'investisseur étranger, ça permet à des compagnies de renverser les lois démocratiquement votées. Ça permet de renverser nos choix démocratiques sur des questions comme l'environnement, sur des questions comme la justice sociale, les conditions de travail, la santé publique. Puis je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, en 1997, le Canada décide de restreindre l'importation d'un additif à carburant qui était soupçonné d'être toxique. Et la compagnie Ethyl Corporation a poursuivi le gouvernement canadien en vertu de l'ALENA et a gagné, a arraché 201 millions de dollars et des excuses au gouvernement canadien. Donc, on sent vraiment, en fait, et de plus en plus, que c'est les entreprises qui mènent le bal et non pas les gouvernements. Ben oui, absolument. Puis c'est cette protection dite des investisseurs-là qui permet à une compagnie de mettre un État devant les tribunaux.
Ça a été imité dans l'ensemble des traités de libre-échange par la suite. Donc, ça ne se limite pas à l'ALENA. Puis, selon un rapport de l'ONU, puis je pense que ça répond à merveille à votre question, selon un rapport de l'ONU, dans 42% des cas, certes, les États ont gagné, mais dans 31% des cas, c'est les entreprises qui ont gagné. Et la balance, c'est un règlement à l'amiable. Donc, ça veut dire que dans 58% des cas, les compagnies ont pu faire reculer en totalité ou partiellement la volonté démocratique des gouvernements. Oui. Et puis, il y a une dimension aussi qui n'est pas prise en compte par ces chiffres-là, et c'est la dimension de la pression et des menaces. Derrière les portes des ministères, on doit toujours être en train de se dire « je ne veux pas me faire poursuivre, donc je vais éviter de mettre en place telle affaire qui pourrait heurter telle compagnie ». Puis je vais vous donner un exemple là-dessus. En 2012, l'Australie a adopté des mesures contre la consommation de tabac, et plus précisément sur le paquet neutre, le paquet de cigarettes neutres. Et la compagnie cigarettière Philip Morris International, qui avait aussi poursuivi d'ailleurs l'Uruguay 2 ans plus tôt pour ses politiques anti-tabac aussi, a poursuivi l'État australien. Certes, dans ce cas-là, la cigarettière a perdu contre l'État australien, mais pendant ce temps-là, il y a des pays comme le Royaume-Uni, comme la France et comme la Nouvelle-Zélande qui voulaient mettre en place des mesures similaires qui ont dit on le fera pas parce qu'on veut pas nous aussi se faire poursuivre. Qui on parle de ça. Quel est le rôle dans ces grands accords-là, des grandes choses comme l'OCDE, par exemple, le FMI, l'OMC, quelle place ils prennent là-dedans? Ça dépend toujours. C'est-à-dire que les accords comme l'ALENA, c'est un accord entre pays. Oui. Donc, ce n'est pas l'organisation, ce n'est pas d'organisation internationale, oui. C'est ça. L'OCDE, par contre, a déjà envisagé au début des années 2000 l'accord multilatéral sur l'investissement qui était mort parce que ça généralisait justement cette protection des investisseurs-là à l'ensemble de l'OCDE. Mais même si on s'est réjoui quand c'est mort, on a constaté par la suite que dans la plupart des traités, c'était là aussi. C'était déjà là de toute façon. Mais dans le cas de l'OMC, ça c'est autre chose. Il a ce qu'on appelle l'organe de règlement des différends qui va mener à des poursuites aussi, mais d'une autre manière un peu. C'est-à-dire que c'est des pays qui s'affrontent dans ce cas-là. Mais il y a eu des cas, par exemple, dans le cas une fois d'une politique canadienne en matière d'énergie, où c'est le Japon et l'Union européenne qui avaient décidé de poursuivre devant l'OMC, le Canada, pour pouvoir avoir un accès privilégié au marché, alors que le Canada préférait donner l'avantage à des compagnies locales, en disant qu'il va y avoir des retombées locales, il y a une connaissance du terrain qui est accrue. Donc, on n'est jamais à l'abri de pouvoir se faire mettre devant les tribunaux avec tout ça. Oui, voilà. En terminant, est-ce qu'ils ont quelque chose de bon quand même, ces grands accords-là? Parce qu'on a l'impression tout de même qu'ils servent à quelque chose. Ben, c'est-à-dire que oui, au sens où favoriser le commerce, favoriser l'ouverture, il n'y a personne qui est contre ça. Puis d'ailleurs, de réduire le débat à un simple débat entre libre-échange et protectionnisme, c'est faux. Le vrai débat, c'est entre la démocratie et le pouvoir des multinationales. Voilà, ouais. Parce que à la base, le libre-échange a changé l'économie canadienne et notamment québécoise. Ça a permis maintenant d'avoir beaucoup d'échanges entre le Canada et les États-Unis. Quoique, il y a comme défaut que ça a créé une trop forte dépendance aussi, là, mais ça, c'est peut-être un autre problème. Mais dans les faits, ça a permis effectivement d'avoir de nouveaux débouchés pour les entreprises. Ça va de soi. Ça, je pense que personne ne remet ça en question. Oui. Est-ce qu'une refonte de ça est possible? Une refonte de ça est possible ou c'est trop tard maintenant? Ben, c'est trop tard. Actuellement, il y a les renégociations de l'ALENA. Je ne sais pas où ça va aller. Oui. M. Trump est pour ainsi dire, quelqu'un d'assez imprévisible. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Son service des communications, il s'en occupe personnellement et ça s'appelle Twitter. Exactement. Donc, c'est dur de savoir, de déceler vers où ils s'en vont là-dessus. Oui. Mais c'est pas impossible dans la mesure où, je vous donne l'exemple de Trump, mais on pourrait donner l'exemple de Marine Le Pen en France. C'est en train d'exploser dans les populismes. C'est en train d'exploser d'une manière qu'on veut pas que ça explose. C'est-à-dire que d'un monde sombre, on s'en va vers une option qui est très sombre aussi. Donc, on aurait intérêt à trouver une alternative parce que sinon, l'alternative va s'imposer d'une manière qu'on veut pas. Là. Voilà. Eh bien, Simon-Pierre Savard-Tremblay, vous voyez, je vous ai pas massacré cette fois. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes doctorant et auteur de ce livre « Despotisme sans frontières ». C'est publié chez VLB. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ça ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Au plaisir. Tout à fait. Est-ce que ça s'améliore? Que ça
je brûle, j'ai mal. Penses-tu que je peux guérir? Oui, je sais comment. Ah bon, comment? Deux, trois pas de danse pour faire tomber les bandages. La mort, j'en veux pas. Mais mon corps, c'est un dégât. Je l'aime pas plus qu'il faut, mais faudrait pas qu'il lâche. La mort, j'en veux pas. Mais mon corps, c'est un dégât. Mon cimetière est rempli de mystères. La mort, la musique de Zen Bambou, 7h58 maintenant au Yukon, Benoît. La nouvelle présidente de l'Association des enseignants du Yukon dit qu'elle veut réparer les liens avec l'employeur rompus au fil des ans. Sue Harding a été élue vendredi dernier à la tête du syndicat. Elle remplace donc Catherine McWood. Madame Harding veut travailler pour améliorer les conditions de travail de ses membres. Le